C'est l'info, l'invité de la semaine. Les Russes sont invités à aller voter au premier tour de l'élection présidentielle le 18 mars prochain. Pourtant, depuis 18 ans, aucun candidat n'a réussi à faire de l'ombre à Vladimir Poutine. On va en parler avec vous, Xavier Moreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise, vous vivez en Russie donc depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, c'était il y a 18 ans. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette présidence Poutine qui a acquis en 18 ans un leadership extrêmement puissant au sein même de son pays? Écoutez, je vais pas oser vous dire que c'est un sans faute, mais pourtant on n'en est pas loin. Il faut contempler un peu l'action de Vladimir Poutine sur toute la durée. Et finalement, on s'aperçoit qu'il a entrepris méthodiquement le redressement de la Russie, en commençant par la restauration de l'état de droit, et puis par l'assainissement de l'économie, la reprise en main des infrastructures, la reprise en main de son armée, ce qui n'était pas une chose facile, et que finalement, petit à petit, la Russie est en train de se redresser, est en train de redevenir une grande puissance économique, exportatrice, que même si bien sûr c'est pas parfait, notamment à cause de la crise, des crises successives, à la fois en 2008 et en 2014 et 2015, et bien finalement la pauvreté en Russie a diminué de moitié, et que on arrive à un moment finalement d'une société apaisée, qui reprend confiance en elle-même, et ça se sent sur le terrain, bien sûr. Oui, ce qui signifie que le niveau de vie, au-delà effectivement des grandes villes, de Moscou, de Saint-Pétersbourg, s'est nettement amélioré. Oui, tout à fait. En plus, moi, j'ai beaucoup travaillé en région, donc je l'ai vu. Il est vrai qu'au début, il y a 18 ans, lorsque je suis arrivé, Moscou concentrait la richesse. Mais petit à petit, cette richesse s'est répandue sur les villes, ce qu'on appelle les villes millionnaires. Il y a, si je ne me trompe pas, 8 villes de plus d'1 million d'habitants à Moscou. Et petit à petit, ensuite, les villes, donc ce qu'on appelle les villes moyennes, tout est relatif en Russie, bien sûr, de 300, 500 000 habitants. Et même finalement maintenant, même dans les campagnes où la situation reste tout de même encore bien difficile, c'est un peu le ruissellement qui fait rire certains, mais le ruissellement de la richesse, disons, commence à arriver. Et surtout un grand développement de l'extrême-orient russe qui est assez incroyable, qui est assez exceptionnel. Oui, alors comment gouverne Vladimir Poutine? Comment est-il entouré? On sait que son premier ministre Dmitri Medvedev lui est tout à fait fidèle, il a même accepté de prendre sa place, histoire que la constitution soit changée. Oui. Et néanmoins, on sent bien que Poutine ne prépare en aucun cas l'après Poutine, puisque dans 6 ans, il sera contraint, selon la constitution, à quitter le pouvoir. Oui, d'ailleurs, il l'a dit lui-même, il a donné une interview sur NBC il y a quelques jours, et la journaliste américaine lui a demandé, il a dit, mais j'ai pas changé la Constitution en 2008, c'est pas pour la changer en 2024. Donc, si vous voulez, la succession de Poutine, il pourra commencer vraiment à s'en occuper dans 4 ans. Il est parti pour un mandat de 6 ans. C'est à la fois une préoccupation de long terme, puisque lui-même l'a dit. Il a dit, quand on lui a demandé, mais est-ce que vous pensez à votre succession? Il a dit, j'y pense depuis 2000. Donc voilà, il est parfaitement conscient que c'est sa dernière grande rencontre avec l'histoire. Mais du point de vue, je dirais, immédiat, là, il a 4 ans où il va quand même pouvoir penser à autre chose, tout en continuant à observer son entourage et savoir qui pourrait lui succéder. Mais à mon avis, le problème, c'est comme il y a pas vraiment de suspense dans cette élection, les gens essaient d'en créer un artificiellement en disant le problème de la succession de Poutine. Mais bon, c'est pas un problème qui va se poser immédiatement. Il se posera dans 4 ans, à mon avis. Et là, on va commencer à voir dans les quelques candidats qui voudront prendre la relève, on va commencer à les voir arriver un peu
plus en devant, plus sur la scène politique, soit prendre des fonctions particulières. Nous allons voir. Oui, alors nous, en Occident, Xavier Moreau, il est vrai que Alexeï Navalny est connu pour être l'opposant russe numéro 1. Alexeï Navalny qui n'a pas obtenu l'aval de la commission électorale centrale pour se porter candidat à l'élection présidentielle. Mais finalement, on se rend bien compte que il n'est pas du tout l'opposant numéro 1 en Russie et que c'est plutôt le Parti communiste qui représente la principale force d'opposition aux alentours de 35%. C'est ça. Même si le candidat donc Monsieur Grudinin est donné même en dessous de 10% d'après ce que j'ai vu. Il faut voir, mais c'est vrai que de toute manière quoi qu'il arrive, en tout cas depuis que Vladimir Poutine est au pouvoir, le deuxième parti derrière le parti du gouvernement, c'est le Parti communiste. Et Alexeï Navalny ne représente rien en Russie. Il a tenté d'organiser partout en Russie des grandes manifestations, ça a été un échec, un fiasco total. À tel point que même à certains moments, il a préféré pas venir, ou alors déplacer la manifestation au dernier moment pour provoquer une réaction policière. Donc il est dans la provocation, mais il ne représente rien. Et je dis que c'est même injuste et méprisant pour deux partis qui, quoi qu'il arrive, mobilisent des millions d'électeurs, c'est-à-dire, vous avez cité le Parti communiste, mais également le Parti nationaliste, ce qui s'appelle les libéraux-démocrates de Zhirinovsky. Il y a 6 ans, la partie libérale était représentée par quelqu'un de sérieux, qui était le milliardaire Mikhail Prokhorov, qui a fait, je crois, 7%. Toujours derrière le Parti communiste. Donc, mais cette année, malheureusement pour la tendance dite libérale, les deux candidats, à la fois Ksenia Sobchak et Yavlinsky, oscillent entre le grotesque et l'insignifiant. Xavier Moreau, en 18 ans de pouvoir, la pauvreté a donc été réduite en Russie. Le chômage a d'ailleurs lui aussi été réduit. Mais dans le même temps, la croissance russe, longtemps assurée par un pétrole qui n'est aujourd'hui plus roi, est extrêmement vulnérable depuis une dizaine d'années. Et quant à la part du commerce, c'est-à-dire la somme des exportations et des importations au sein même du PIB, eh bien cette part ne cesse de chuter en Russie. Le bilan apparaît donc d'une certaine manière tout de même, mais lié également aux diverses crises mitigées d'une certaine manière. Disons que il faut voir une chose. Moi, je pense qu'au contraire, la croissance a baissé forcément parce que, le rouble a dévalué, donc la production est calculée en dollars. Et si vous passez d'un rouble en gros à 33, d'un dollar à 33 roubles, à un dollar qui doit être aujourd'hui, je sais pas, 58, forcément ça entraîne dans le calcul en dollars, une baisse du PIB. Bon. Ensuite, il est vrai que la Russie a souffert de la baisse des prix du pétrole, mais finalement, ça s'est avéré une excellente chose, parce que en plus, dans le contexte des sanctions, les Russes ont accepté finalement cette dévaluation que tous les économistes un peu sérieux considéraient comme nécessaire depuis 18 ans en fait. La dévaluation est arrivée en 2014. Ça faisait, on était quelques économistes à expliquer justement que le rouble était largement sous-évalué et que un rouble à 60 ou entre 60 et 70, ce devenait une nécessité. Mais ça a aussi un énorme avantage macroéconomique pour le long terme, et c'est ce qui s'est passé en Russie, c'est que, tout d'un coup, ça rend la production locale compétitive, non seulement sur le marché intérieur, mais même à l'export. Et ça force notamment les entreprises qui sont étrangères, qui ont investi en Russie, qui ont construit des usines, à intégrer davantage leur production en Russie. Parce que vous savez par exemple que à peu près tous les grands constructeurs automobiles mondiaux ont une ou plusieurs usines en Russie. Pour Renault par exemple, ça doit être 3 et sans doute bientôt 4. Donc la dévaluation a été un coup dur pour la population russe qui commençait à s'en sortir, qui commençait à retrouver des couleurs, mais en même temps elle a garanti la pérennité macroéconomique, je dirais, du système russe pour les années qui viennent. Et petit à petit, d'ailleurs, cette baisse du rouble et donc ce regain de compétitivité va avoir des conséquences sur les salaires, sur la richesse russe. Donc les Russes sont patients, ils en ont vu d'autres, et finalement, en plus, comme on était dans l'atmosphère des sanctions, ils ont accepté, alors qu'au finalement les sanctions n'avaient pas grand-chose à voir sur la baisse du rouble. La baisse du rouble, c'est essentiellement
c'est essentiellement la baisse des prix du pétrole. Alors l'une des statistiques qui saute aux yeux également, c'est la priorité des moyens accordés à la chose militaire, dans un contexte de tension frontalière permanente, on pense notamment évidemment à la Crimée, et d'interventionnisme au-delà, marqué par la Syrie. Les dépenses militaires ont donc doublé en 20 ans, là où elles ont stagné, voire diminué partout ailleurs, et c'est une réelle volonté du président Poutine de s'affirmer comme une puissance géopolitique mondiale. Tout à fait. Il faut voir une chose, c'est que le budget russe de la défense, c'est un budget de rattrapage. Parce que pendant les années 90, il n'y a rien qui a été fait. Le complexe militaire-industriel russe a notamment énormément souffert. L'armée était devenue une espèce d'armée de pays sous-développés, avec des comportements qui étaient tout à fait inadmissibles, y compris vis-à-vis des populations civiles pendant la guerre de Tchétchénie, par exemple. Et donc, Vladimir Poutine a repris ça en main et il a relancé les grands programmes du complexe militaire-industriel. Mais encore une fois, il faut quand même relativiser. Par rapport en moyenne, le budget de la défense aujourd'hui en Russie, sur ce qui est annoncé pour les prochaines années, c'est du 3,5% du PIB. C'est pas non plus, on n'est pas dans les 25% du PIB à l'époque de l'URSS. Et surtout, le budget est, je crois, plus de 10 fois inférieur au budget américain. Ouais, on ne revit pas une seconde guerre froide. En tout cas, la Russie a également un atout, c'est son application dans la révolution numérique. Les Russes figurent parmi les plus connectés au monde, 163 abonnements mobiles pour 100 habitants. On va parler à présent des médias. Xavier Moreau, comment percevez-vous la manière dont les médias français, européens, occidentaux en général traitent la Russie, puisqu'en tout cas, chez nous en France, l'arrivée de RT, Russia Today, a été mal perçue de la part de l'opinion publique et plus spécifiquement des médias. Voyez-vous derrière Russia Today France une forme de propagande de la part du Kremlin? On rappelle que 20 millions d'euros sont financés par l'État russe. Oui, mais Russia Today, c'est l'équivalent de France 24. Donc c'est une chaîne de télé d'État qui est censée, c'est la chaîne du ministère des Affaires étrangères russe. Voilà. Ce qui n'empêche que certains journalistes peuvent avoir certaines libertés, mais elle est là pour faire passer la vision russe des problèmes internationaux et faire connaître aussi la Russie, puisqu'elle parle aussi des sujets intérieurs, de la même manière que France 24 le fait pour le ministère des Affaires étrangères français. Et la BBC et CNN. Voilà. Donc il y a une ligne directrice, une ligne éditoriale qui n'est pas du tout secrète et les Russes s'en cachent pas. Et si vous voulez, c'est un peu ce discours sur les fake news ou sur les médias russes, c'est en fait prendre les Français pour des imbéciles. Simplement, il est évident que les chaînes d'information françaises qui existaient déjà, et de la même manière qu'aux États-Unis ou en Angleterre, les chaînes d'information qui existent, ont peur de la concurrence, surtout quand le ton et la ligne éditoriale proposent une véritable originalité. Entre CNews, BFM TV, tout d'un coup ces chaînes de télé voient arriver un concurrent avec une ligne qui va être forcément, quelquefois même carrément à l'opposé, ça leur fait peur. C'est à la fois une question de gros sous et une question, une question de pas vouloir être pris en flagrant délit de manipulation de l'information sur la Russie ou des choses comme ça. Ouais, donc ils se défendent et de manière pas très jolie. En essayant, comme c'est le cas d'ailleurs en Angleterre en ce moment, là il y a de nouveau sous le prétexte du pseudo-empoisonnement d'anciens espions, une volonté en même temps de faire disparaître Russia Today. Où Moscou a effectivement menacé de révoquer les licences de tous les médias britanniques en Russie si Russia Today était amené à quitter la Grande-Bretagne. Donc ça, à la veille de la Coupe du Monde... ça va pas forcément plaire aux Anglais. Bon, d'ailleurs, cette Coupe du Monde, elle se passera bien en Russie. Tout est prêt. Tout est prêt, si on en croit la FIFA. Je peux vous dire que les Russes vont mettre les moyens comme ils les ont mis à l'époque à Sochi, et ça va être un succès. Et je disais justement il y a pas longtemps, moi, ce que je n'arrive pas à croire, c'est que les Occidentaux vont laisser ça arriver, parce que si vous voulez, quand c'est les intellectuels, les hommes d'affaires, qui voyagent en Russie, ils voient bien que les médias français, appelons un chat, mentent, même désinforment. Mais quand vous allez avoir, je crois qu'il y a 18 000 supporters français prévus qui vont débarquer à Moscou, à Ekaterinbourg, à Saint-Pétersbourg, qui vont voir le niveau d'infrastructure, l'accueil,
l'organisation. Ces gens-là qui sont pas forcément des intellectuels ou des gens vont se rendre compte qu'en fait la télé de tous les jours leur ment. Mais bien effectivement, nous verrons bien entre le 15 juin et le 15 juillet. Merci beaucoup Xavier Moreau d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes donc chef Je vous en prie. d'entreprise et vous vivez en Russie donc depuis 18 ans.